Chers amis, bonjour. Je tiens à mon tour à remercier vivement les organisateurs de l'ACP pour leur aimable invitation. Et on va aborder une question. Normalement, on devait avoir parmi nous notre ami Ariel Cohen. Apparemment, il est retenu par beaucoup d'occupations. Et donc, on va aborder les masses et les tumeurs cardiaques. Comme vous le savez, question qui est relativement, heureusement rare en matière de pathologie cardiaque, faible prévalence, est dominée par les métastases cardiaques. Quant aux tumeurs primitives, heureusement, c'est souvent les tumeurs bénignes dominées par les myxomes. Une pathologie qui peut être découverte d'une façon fortuite. C'est toujours impressionnant quand vous faites une échographie, vous tombez sur une masse cardiaque, mais parfois on les diagnostique, on découvre d'une urgence, syncope, OAP, accident vasculaire périphérique d'origine embolique. Bien entendu, le diagnostic va être basé sur l'imagerie, échographie transthoracique œsophagienne, et principalement l'IRM, qui va donc nous amener à faire une topographie, faire donc une localisation de ces différentes tumeurs, une approche de caractérisation tissulaire, voir s'il y a un impact hémodynamique ou une lésion valvulaire associée, et surtout le rapport par rapport au territoire vasculaire coronaire, données qui sont fondamentales si on envisage une exérèse chirurgicale. Donc je donne la parole tout de suite à M. Derry qui va nous parler de tout ça. Je crois que vous avez tout dit, hein. J'ai pas besoin de faire le topo. C'est le rôle du président. On va aller manger plus tôt et je voulais vous remercier parce que j'ai beaucoup appris de choses. Alors, je vais sauter ma première diapositive, c'est sur peut-être si je peux avoir mes diapositives. Il y a le roi, il y a Stéphane Derry, mais je crois que ça intéresse personne. Est-ce que je peux avoir mes dias, s'il vous plaît? C'est lancé sur le diapositive. Super, merci. Cette première diapositive pour vous présenter finalement les manifestations cliniques d'une métastase cardiaque ou d'une tumeur cardiaque. Elles sont assez variées. Il faut avoir un niveau d'exigence assez important puisque ça peut être des manifestations typiquement cardiologiques. Vous avez tous cité, finalement tous les syndromes cardiologiques peuvent être la manifestation d'une tumeur cardiaque, depuis la syncope en passant par l'insuffisance cardiaque. Pensez bien que les manifestations emboliques périphériques, AVC, ischémie aiguë, peuvent être aussi les manifestations de tumeurs bénignes ou malignes. Et puis évidemment, ça s'intègre dans un contexte multisystémique et éventuellement de syndrome paranéoplasique. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, puisqu'effectivement, comme vous l'avez signalé, c'est souvent plutôt une découverte en imagerie d'un examen échocardiographique ou de scanner qui est fait pour autre chose et on tombe de manière incidente sur une métastase cardiaque. Cette diapositive, elle est importante, publiée en 2007. Elle vous précise la fréquence des métastases cardiaques, non pas à partir de l'imagerie, puisque bien évidemment, l'imagerie n'étant pas réalisée de manière régulière, le dépistage d'une métastase cardiaque va être un peu aléatoire par le biais de l'imagerie, mais finalement, le meilleur moyen de décrire l'incidence des métastases cardiaques, c'est par les autopsies. Donc les séries autopsiques sont relativement rares, elles se sont quasiment arrêtées à 2005, et on a essentiellement des descriptions assez anciennes, à partir des années 1950 jusqu'à 2005, pour décrire véritablement l'incidence des métastases cardiaques. Et vous voyez que peu ou prou, si vous utilisez l'autopsie comme examen de référence, l'incidence des métastases cardiaques, ça va être entre 2 et 15% des patients tout venant qui bénéficient d'une autopsie cardiaque dans un contexte de néoplasie. Lorsqu'on essaie maintenant de regarder par type tumoraux, c'est essentiellement les cancers pulmonaires et les tumeurs hématologiques qui sont à l'origine du nombre le plus fréquent de métastases cardiaques. Et puis après, vous avez en deçà de 10% tous les autres sites tumoraux, le cancer du sein, le cancer de l'œsophage, le cancer de la peau, et ainsi de suite. Donc l'essentiel des métastases cardiaques, ça va être le fait de cancers pulmonaires et de tumeurs hématologiques. Lorsque vous regardez maintenant, on essaie de progresser un tout petit peu la localisation de ces métastases cardiaques. Un tableau qui est un peu dense, c'est ici la localisation péricardique, épicardique, intracardiaque et myocardique des métastases en fonction du tube tumoraux. Ce que vous pouvez retenir, et c'est important pour l'imagerie, c'est que souvent ces métastases associent deux localisations, une localisation myocardique et une localisation péricardique. Les localisations purement endocardiques de métastases sont relativement rares, et donc ce raisonnement est à peu près valable, quel que soit le type de tumeur, en passant du pancréas aux tumeurs de l'estomac ou les carcinomes hépatocellulaires. Bref, quel que soit le type tumoral, ce sont plutôt des localisations à la fois myocardiques et épicardiques et péricardiques de ces métastases, la localisation endocardique pure étant relativement rare. On peut s'aider, vous l'avez suggéré, on peut s'aider de la localisation de ces masses cardiaques pour essayer d'avoir un premier diagnostic de première intention, on va dire.
Les localisations myocardiques, péricardiques sont plutôt le fait de tumeurs malignes, mais il peut y avoir des tumeurs bénignes comme des lipomes. Les localisations valvulaires ne sont généralement pas évidemment l'expression de tumeurs et de métastases. Et les cavités droites sont les localisations les plus fréquemment observées. Une fois qu'on a dit ça, cette cartographie ne peut pas vous aider avec certitude pour la prise en charge de vos patients. Les mécanismes physiopathologiques, on ne voit pas très bien les flèches, c'est pour essayer de vous montrer que le développement du métastase peut avoir plusieurs modes de progression. Depuis des progressions intravasculaires, c'est parfois le fait de cancers hépatocellulaires ou de cancers rénaux, des obstructions et des progressions lymphatiques, des progressions endovasculaires ou directement myocardiques, qui peuvent entraîner dans de rares cas des dysfonctions myocardiques. C'est souvent plutôt des syndromes obstructifs qui vont être la principale manifestation. L'approche diagnostique, elle est donc basée sur évidemment le diagnostic de cancer, l'âge au moment du diagnostic, le type de tumeur, et donc plus vous êtes en phase d'un cancer pulmonaire, d'un cancer du sein, plus la masse que vous observez est plus probablement une tumeur cardiaque. Et sur la caractérisation non invasive, et vous l'avez suggéré, ça va être effectivement parfois l'électrocardiogramme qui peut vous montrer une ischémie sous-épicardique, par exemple, quelque chose d'évolutif, c'est plutôt rare, une élévation de la troponine, ça peut être un syndrome douloureux thoracique. Et puis à l'échographie, vous avez le diagnostic de la masse, et là vous rentrez dans les difficultés qui est la caractérisation de cette masse. Vous allez utiliser, on va le montrer dans quelques instants, l'échographie de contraste, qui va vous permettre de caractériser le rehaussement de la masse. Utilisez souvent l'échographie transœsophagienne pour avoir une précision sur la zone d'insertion, l'extension, la localisation. Et puis après, c'est tout le triomphe de l'imagerie de coupe, scanner IRM, et puis éventuellement l'imagerie nucléaire. Alors comment utiliser ce raisonnement ? La difficulté que l'on a, c'est de différencier la tumeur des trois autres diagnostics alternatifs que sont le thrombus. La végétation, c'est un peu plus facile, on va dire, et les anomalies structurales ou les anomalies embryologiques persistantes. La probabilité elle est donc basée sur le diagnostic de cancer. Et puis vous allez utiliser l'imagerie telle que je vous l'ai décrite. L'imagerie, donc, c'est l'échographie transthoracique pour évaluer la taille, la localisation, le retentissement hémodynamique et l'insertion de cette masse ou de cette tumeur, son développement, sa relation avec les vaisseaux. Ça vous permet éventuellement de planifier le geste chirurgical. L'imagerie de coupe avec l'IRM et le scanner, on a tendance de plus en plus à utiliser les deux, ça ne donne pas tout à fait les mêmes informations. Et de plus en plus, et je crois que c'est le message clé de cette présentation, c'est d'essayer de vous montrer l'intérêt du TEP avec un traceur dédié. C'est assez différent de vouloir faire un diagnostic de métastase cardiaque dans un cancer de type mélanome que dans un cancer de type tumeur neuroendocrine où les marqueurs que vous allez utiliser ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque l'expression n'est pas tout à fait la même de la maladie. Alors, une illustration de l'intérêt de l'imagerie de contraste. Vous voyez, donc c'est ici un diagnostic de métastase. C'est une patiente de 59 ans qui consulte qui a un mélanome et qui est traitée par immunothérapie depuis 7 ans. Une prise en charge un peu particulière et qui présente une élévation asymptomatique de la troponine. Et donc, vous voyez, ce qu'on a en tête, c'est est-ce que c'est une myocardite sous immunothérapie ? Vous aurez un cours ce soir sur ce sujet-là. Donc, élévation de la troponine sous immunothérapie. On se pose la question éventuellement de la myocardite sous immunothérapie. Et donc, voilà l'incidence sous-costale en petit axe. Vous voyez le foie ici, vous voyez les cavités droites ici, les cavités gauches. Et vous voyez que vous avez une volumineuse métastase cardiaque, en tout cas une masse intracardiaque. C'est ce que je vous ai décrit, à la fois un développement intramyocardique et une extension vers le péricarde. Et vous avez ici l'utilisation du contraste qui vous montre deux choses, qui vous précise la localisation qui est à cheval sur le ventricule gauche et le ventricule droit et qui s'étend vers le septum, une localisation myocardique avec une extension péricardique. Et vous voyez, c'est un temps tardif ici, vous voyez que la masse se rehausse très transitoirement. Vous voyez les petits points ici, c'est des points de contraste qui viennent se fixer au niveau de la masse. Ça se rehausse pas de manière aussi intense que le muscle cardiaque ici adjacent, mais ça se rehausse quand même, ce qui permet probablement de porter plutôt le diagnostic de métastase cardiaque vascularisée. C'est ce qui explique la fixation au niveau du... Peut-être si on peut couper la lumière, vous verrez peut-être mieux, je pense. Plutôt que de thrombus, qui est une masse qui serait comme ça, de celle qui serait hypoéchogène, mais qui ne montrerait pas de fixation. Alors évidemment, on ne s'est pas arrêté à cette première approche, d'échographie transthoracique avec un contraste. Vous pouvez directement le faire au laboratoire. On a fait une imagerie de scoop, et vous voyez une volumineuse masse ici au niveau des cavités cardiaques. Ça a été confirmé en partie par l'IRM. Et on a utilisé le PET-FDG, d'accord, en faisant l'hypothèse que la métastase cardiaque serait avide pour le FDG.
Et donc vous voyez avec un myocarde qui est parfaitement préparé, c'est-à-dire qu'on a appliqué en amont du PET-FDG un régime hyperprotidique hypoglucédique qui permet d'éteindre tout le myocarde, hein, qui fixe normalement le PET-FDG. Vous avez éteint tout le myocarde et vous voyez uniquement ici une fixation en regard de la métastase cardiaque. Donc ça, c'est un diagnostic de forte suspicion. On n'a pas fait de biopsie endomyocardique parce que le geste était à risque. Et donc le parti qui a été pris, c'est de traiter la patiente par une thérapie ciblée. Et je vous montre l'évolution de cette patiente. Donc vous vous rappelez, ça a été réalisé en novembre 2020. Et je vous montre l'examen de septembre 2021. Donc ici, c'est la référence novembre 2020. Et voici, sur une incidence quasi similaire, vous voyez qu'on a une régression de la masse. Vous voyez que le petit axe est quasiment normal. Et je vous montre le dernier examen qu'on a eu, donc toujours avec la référence ici de novembre 2020 et septembre 2022. Vous voyez, on a une disparition complète, une régression complète de la masse sous thérapie ciblée. Donc c'est extrêmement important d'avoir un diagnostic de précision, idéalement par l'imagerie non invasive, mais si on avait pu, on aurait plutôt préféré faire une biopsie. Mais la localisation était assez préoccupante, à la fois sur le ventricule droit, localisation intramyocardique avec une extension péricardique, pour ne pas faire de biopsie. On s'est appuyé sur tous les éléments successifs de l'imagerie jusqu'au PET-FDG, et on a traité de manière présomptive la patiente en considérant que c'était une progression métastatique du mélanome sous immunothérapie pour switcher, donc là c'est vraiment la discussion cardio-oncologue, pour switcher le traitement vers une thérapie ciblée, avec une réponse qui a été attestée par la régression de la masse ici en échographie. Et évidemment, c'est le PET-FDG qui est l'imagerie de référence là, montrant qu'il n'y avait plus de fixation au niveau du PET-FDG. Donc voilà l'illustration du raisonnement. Depuis l'échographie cardiaque, la suspicion, le contraste que vous devez absolument réaliser au laboratoire, et ça va ensuite guider le déroulement des examens. Mais vous voyez qu'on va avoir besoin de toutes les imageries, à la fois en termes de localisation, en termes d'extension et surtout en termes de réponse. Donc vous aurez besoin de toutes les imageries. Un peu plus difficile à mon sens, c'est ce type de situation. Donc c'est une patiente qui a un cancer du sein en situation métastatique, et vous faites une échographie cardiaque dans le cadre de la surveillance d'un traitement par anthracycline et trastuzumab. Donc voilà l'apicale 4 cavités, l'apicale 2 cavités de manière simultanée. Donc c'est une acquisition en mode biplan. Hein. On fait passer le plan de coupe au niveau de la masse. Alors, quel est votre pari? Est-ce qu'il y a moyen de couper la lumière peut-être pour que les participants puissent mieux voir? Donc on voit deux masses finalement, localisées dans l'oreillette droite. Une masse qui est plutôt mobile, avec une insertion au-dessus de la valve tricuspide. Hein. C'est la masse la plus volumineuse ici. Je mets sous mon pointeur. Et puis derrière, vous avez une masse un peu plus adhérente, non mobile, qui semble s'étendre sur le toit de l'oreillette. Et l'incidence en deux cavités vous confirme cette large masse thrombotique. Hein. Donc on va appliquer un peu le même raisonnement que ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, pour caractériser. Là, on est face soit à une patiente qui peut avoir une thrombose intracardiaque suite à l'implantation d'un cathéter central, ou bien une métastase cardiaque dans le cadre d'un cancer du sein. Donc on va faire ce que je vous ai dit là, voilà. On applique ici le contraste, et vous voyez que la masse est bien mobile et qu'il n'y a pas de rehaussement de cette masse. Donc c'est plutôt en faveur d'un thrombus. Vous voyez, la masse est bien noire, hein, quel que soit le temps de l'évaluation sur les incidences perpendiculaires. Et donc là, on va faire notre échographie transœsophagène, et vous trouvez l'arme du crime, évidemment, et les masses thrombotiques. Hein, vous voyez qu'elle est extrêmement volumineuse. Hein, l'échographie transœsophagène est relativement impressionnante, avec une masse qui a une protrusion vers la tricuspide qui ne semble pas s'enclaver. Et vous voyez le cathéter central ici avec sa double lumière. Donc ça, c'est un mécanisme fréquent de développement de thrombus intracardiaque, hein, notamment dans les cancers du sein et les lymphomes. C'est qu'au moment de la pose du cathéter, il y a une plaie ou une lésion au niveau de l'endothélium de l'oreille droite, et sur cette lésion s'est développée une thrombose, volumineuse thrombose intracardiaque, et donc vous avez à la fois donc, le cathéter qui a été retiré pour la position, et puis le thrombus qui s'est développé progressivement. Donc là, on avance dans notre raisonnement. Voici, alors, pas tout à fait une échographie transœsophagène 3D, mais une espèce de découpe en 3 plans à partir de l'échographie 3D. Et je crois que le plan le plus intéressant, c'est le plan qui est ici. Donc sur une incidence bicavale, quasiment, vous avez l'auricule droit. Oui, pas ma flèche, dommage. Vous avez l'auricule droit, au-dessus, vous avez la veine cave supérieure et le cathéter. Et puis vous avez en face le thrombus. Donc c'est véritablement une séquence relativement classique, hein, où le cathéter vient heurter la paroi de l'oreillette droite, se développe
la thrombose intracardiaque, et le cathéter, évidemment, est laissé en place parce qu'on n'est pas au courant à ce moment-là, au moment de l'implantation, du développement du thrombus. On est quand même resté suspicieux, donc je vous résume la situation. On a fait l'échographie de contraste, l'échographie transœsophagienne, on a fait un scanner, super, merci. On a fait un scanner ici en bas à gauche qui montre la présence des deux petites masses ici, l'IRM cardiaque qui montre les deux petites masses, et puis on a continué le même raisonnement en cherchant absolument à éliminer le diagnostic de métastase cardiaque qui change complètement la donne. Alors là, sur un myocarde qui est moins bien préparé, mais vous voyez que la fixation du PET-FDG rehausse le myocarde selon les contours du ventricule gauche, mais que dans l'oreillette droite, en tout cas, il n'y a pas de rehaussement dans l'oreillette droite, et ce qui signe bien qu'on est plutôt face à une masse thrombotique plutôt qu'à une métastase cardiaque. Donc voilà le même raisonnement décliné sur les deux aspects pour tenter de faire le diagnostic positif de métastase cardiaque versus le contexte de thrombus. Dernier cas, c'est ici un patient qui nous a adressé pour l'évaluation d'un carcinoïde, donc d'une tumeur endocrine au moment du diagnostic. Il n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, il a 2 ans et c'est la première évaluation. Donc je vous montre l'examen focalisé sur la partie carcinoïde qui va évidemment chercher à évaluer l'existence d'une valvulopathie carcinoïde à la fois à gauche et à droite. Donc ici, sur une incidence paratonale gauche modifiée sur les cavités droites, ici le ventricule droit, l'oreillette droite et la tricuspide. Et en couleur, donc a priori pas d'atteinte carcinoïde, là, sur ces premières incidences. Et puis on va passer en 4 cavités. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Dans le fond de l'oreillette gauche, ici, ou à proximité de l'oreillette gauche, une masse, une première masse. Alors je vais me déplacer comme dans... Je n'ai pas de pointeur. Donc vous avez cette première masse ici. Et puis regardez bien, j'attire votre attention sur la paroi antérolatérale. Vous allez voir que le capteur va un tout petit peu bouger. Et on voit probablement une masse endomyocardique. C'est dommage, je n'ai pas de pointeur. Je n'arrive pas à afficher le pointeur. Mais vous la voyez. Voilà. Sur la paroi antérolatérale. On va essayer d'affiner ça. Vous voyez, en faisant une incidence 4 cavités, en effaçant les cavités droites. Donc c'est entre une 4 et une 3 cavités. Vous voyez la masse sur le côté ici, sur le côté. Et on va enfin utiliser le 3D, mais qui n'apporte pas grand-chose. Vous allez voir ici sur le côté, sur le 3D. C'est plutôt le mode triplan, je trouve, qui est intéressant ici. Vous allez voir la masse qui a un développement inférieur, latéral et antérolatéral. Voilà. Sur l'incidence 3 cavités, vous voyez bien sur la paroi inférolatérale ici, la volumineuse métastase cardiaque. Et on a utilisé ici le Doppler tissulaire pour mieux caractériser les choses. Vous voyez là ici. On regarde la paroi inférolatérale en Doppler tissulaire. Donc ça, c'est un petit artifice qui n'apporte pas grand-chose. On le voyait déjà bien en mode 2D. A priori, en Doppler couleur, en baissant les vélocités, il n'y a pas de véritable rehaussement en couleur. Donc voilà, on a mesuré la masse ici qui fait à peu près 23 mm de long et 12 mm d'épaisseur. Et puis on voit sur le fond de l'oreillette droite, on vous a aussi mesuré la masse au fond de l'oreille gauche, qui est là aussi fait 12 mm sur 24 mm. Donc pas d'atteinte carcinoïde. On a fait la même chose, on a utilisé l'IRM cardiaque, on voit bien les deux masses. On voit bien 2 masses sur la paroi antérolatérale sous les flèches. Il y a probablement une masse en regard du ventricule droit qu'on n'avait pas visualisé nous en échographie cardiaque. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une TEP DOTA. En fait, on est allé voir la TEP DOTA qui avait été faite avant l'examen. Et en fait, il y avait déjà la réponse sur la TEP DOTA qui avait été faite, puisqu'on voit une volumineuse maladie métastatique. Vous voyez, tous les petits points, ce sont toutes les métastases pulmonaires, cérébrales. Et vous voyez qu'au niveau myocardique, on avait déjà la réponse avec une localisation intramyocardique et on regarde de l'oreillette droite et de l'oreillette gauche. Donc voilà un diagnostic fait de manière rétrospective. J'ai un patient qui avait déjà le diagnostic, mais c'est voilà l'illustration d'utiliser la médecine nucléaire avec un marqueur dédié qui correspond à l'expression de la maladie. Si vous faites ça, si vous regardez l'ensemble des PET DOTA dans le cas des tumeurs neuroendocrines, vous avez environ 13% de métastases cardiaques dans le contexte des tumeurs neuroendocrines, alors que vous savez qu'en échographie cardiaque, on considère que c'est un diagnostic extrêmement rare. Dans la seule étude qui a été publiée, c'est moins de 1% des sujets qui ont une tumeur neuroendocrine pour lesquels on a réussi à diagnostiquer par l'échographie cardiaque une métastase cardiaque. Donc véritablement, l'échographie cardiaque n'est pas le meilleur outil pour diagnostiquer ces métastases dans ce contexte-là. Et donc véritablement utiliser et regarder bien les TEP, soit FDG, soit les TEP DOTA. Dernier papier intéressant avant la conclusion, c'est ce papier qui est extrêmement important, qui vous remet en scène un petit peu ce que je viens de vous illustrer, c'est-à-dire l'utilisation des différents outils de
d'imagerie pour arriver à un diagnostic final et qui donne des critères et des seuils diagnostiques intéressants. La première étape face à une suspicion de tumeur myocardique, c'est évidemment d'utiliser l'échographie 2D, 3D, contraste et transœsophagien. J'insiste sur le contraste qui n'apparaît pas dans ce papier, qui n'apparaît pas dans les recommandations, mais ça apporte véritablement quelque chose en termes de caractérisation. Vous arrivez, vous avez une forte suspicion plutôt de masse, il faut passer par l'IRM cardiaque. L'IRM cardiaque n'arrive pas à conclure, on vous propose d'utiliser le scanner cardiaque. Et donc là, avec des paramètres qui sont intéressants, qui vous sont affichés en haut à gauche, le caractère irrégulier, les calcifications, le caractère très invasif, la taille au-delà de 30 mm, une composante solide, un rehaussement, sont en faveur d'une métastase cardiaque. Et donc, vous allez classifier votre patient. Moins de 2 signes parmi ces 7 signes, c'est plutôt une tumeur bénigne. Plus de 5 signes en scanner, c'est plutôt une tumeur maligne. Et entre les deux, 3 à 4 signes, vous pouvez utiliser le PET-FDG. Et donc là aussi, avec des seuils de PET-FDG d'activité métabolique, vous allez pouvoir caractériser le caractère bénin ou malin de votre masse. Donc vous avez les seuils, il ne s'agit pas de les retenir, mais en bref, s'il n'y a pas de fixation, une faible intensité de fixation avec moins de 5 de SUV, probablement que la tumeur est plutôt bénigne. Donc il ne s'agit pas de retenir les seuils, hein, mais évidemment de retenir la démarche, bien passer par l'IRM, le scanner, et ne pas hésiter à utiliser le PET-FDG pour faire le diagnostic final de métastase. Donc en conclusion, je vais essayer de vous montrer l'intérêt de l'imagerie. Évidemment, pour les tumeurs métastatiques, c'est plutôt un diagnostic rare qui est souvent difficile à établir. Et c'est vraiment l'intérêt de l'imagerie multimodalité, échographie encore une fois, imagerie de coupe et surtout PET-FDG ou PET-DOTA qui va vous permettre d'avancer sur le diagnostic de ces métastases pour faire le moins souvent possible finalement de biopsie endomyocardique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane pour ce très beau topo, très bien illustré, et qui souligne bien d'un côté la rareté et la difficulté diagnostique de ces masses. Et on nous en demande beaucoup en imagerie parce qu'on dit souvent que ce serait intéressant d'avoir une biopsie, mais sur le plan pratique, on n'arrive pas à voir ces biopsies, en particulier quand les localisations sont dans les cavités gauches. Et c'est pour ça qu'on a recours à toutes les modalités d'imagerie. Je mettrais peut-être un petit bémol pour le scanner pour les cavités droites. Il est un peu moins performant, en particulier pour le scanner injecté. L'IRM de son côté ne voit pas les calcifications, d'où l'intérêt de les coupler. Et j'aurais peut-être une petite remarque pour ton deuxième cas. Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'arrêter quand on veut faire juste la différence entre un thrombus et une métastase? Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'arrêter à l'IRM, puisque là, vraiment, on aurait pu trancher sur les rehaussements tardifs. Donc autant pour bien sûr toutes les autres situations, on doit pousser, mais je ne sais pas ce que tu en penses. J'aime bien utiliser les deux parce qu'on a eu, à contrario, et on ne les montre jamais dans les topos, des patients qui avaient des masses intracardiaques et qu'on envoie à l'IRM, et l'IRM passe à côté de la masse intracardiaque. Donc chacun va venir avec ses histoires de chasse, et j'aime bien coupler les deux informations. On rate parfois, et ça m'est arrivé personnellement, une patiente qui avait une thrombose intracardiaque, qui était sous traitement anticoagulant. Elle est un peu essoufflée, je suis absent, elle voit un confrère qui l'envoie faire une IRM cardiaque. L'IRM cardiaque dit qu'il n'y a pas de masse thrombotique. On arrête le traitement anticoagulant et on revient nous revoir. Et on refait l'échographie cardiaque et on trouve la masse. Tout ça, ce n'est pas pour opposer ni les praticiens ni les techniques, c'est simplement pour dire qu'il y a un certain continuum et un certain aspect de complémentarité entre les différentes techniques, à la fois dans la localisation, la caractérisation, l'extension et le retentissement. Donc moi, je ne me prive pas d'utiliser les deux techniques pour bien caractériser la localisation, l'extension. Alors on a des grosses difficultés à avoir les deux examens. Le radiologue nous dit, écoute, il y a déjà une IRM disponible, pourquoi tu veux un scanner? Il y a déjà un scanner disponible, pourquoi tu veux une IRM? Donc on vient expliquer, on vient avec nos images, on vient se confronter aux différentes techniques, mais j'aime bien utiliser les deux imageries. On n'a pas tout à fait les mêmes informations. Je parlais du PET scan. C'était juste PET scanner, pour moi, PET scanner, il n'y a vraiment pas de doute sur l'intérêt. Vous allez être face à un diagnostic de métastase, par exemple, et vous allez devoir démontrer la régression de la métastase sous traitement. Donc très clairement, pour montrer la régression du métastase, le PET scanner fait beaucoup mieux. C'est l'imagerie métabolique, c'est l'imagerie de référence, et c'est sur ça que va être jugée la réponse au traitement oncologique. Donc il ne s'agit plus de faire le diagnostic, mais bien de vérifier la régression et l'efficacité du traitement. Donc vous avez besoin d'un PET scanner baseline avant l'instauration du traitement ou le changement de traitement et un PET scanner à distance. Donc à la fois pour résoudre la problématique de la caractérisation et l'efficacité du traitement, je trouve que c'est extrêmement intéressant.
Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Bonjour. Ça nous intéresse de savoir la conduite à tenir que vous avez adoptée vis-à-vis de ces gros caillots dans l'oreillette droite. Alors, il n'y a pas véritablement de littérature sur la prise en charge de ces thromboses intracardiaques compliquant l'insertion d'un cathéter intracardiaque. En général, c'est des procédures qui n'ont pas été bien effectuées, entre guillemets, mais c'est extrêmement difficile. Donc c'est la plaie telle que je vous l'ai décrite et puis le phénomène de cicatrisation. Ce que l'on fait, c'est on vérifie au plan diagnostique qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire, même si les patients sont peu ou pas symptomatiques. Et après, au plan thérapeutique, très simplement, soit le patient ou la patiente a besoin du maintien du cathéter central et on le raccourcit de quelques centimètres. Donc on utilise l'échographie transœsophagienne pour mesurer l'excès de cathéter dans l'oreillette droite, pour raccourcir d'autant le cathéter central, pour le retirer, qu'il soit bien localisé au niveau de l'abouchement de la veine cave supérieure dans l'oreillette droite, pour éliminer le facteur qui entretient la présence du thrombus. Et après, on traite par traitement anticoagulant ces patients de manière très prolongée jusqu'à régression du thrombus et parfois jusqu'à migration du thrombus. C'est des données qu'on a colligées là. On a traité à peu près 70 patients de cette manière-là. Et ce qu'on a observé, ce n'est pas de mortalité cardiovasculaire, quelques embolies pulmonaires sans gravité. Donc il semblerait que ce soit plutôt la bonne stratégie. On n'a pas fait de chirurgie cardiaque, ce qui est parfois proposé dans la littérature, et encore moins fait de thrombolyse systémique, comme c'est parfois proposé. Donc très clairement pour nous, en dehors d'instabilité hémodynamique d'embolie pulmonaire grave, on est plutôt sur un traitement médical avec soit raccourcissement ou retrait du cathéter et anticoagulation au long cours jusqu'à régression. Et quand vous dites régression, il faut vraiment se donner tous les moyens de prouver que c'est bien une régression, notamment en allant jusqu'à l'échographie transœsophagienne, une fois que vous avez l'impression qu'en échographie transthoracique, le thrombus a régressé. On a utilisé, ça reflète les pratiques. On a commencé ce registre il y a 6-7 ans. Donc initialement, c'était HBPM AVK, HBPM seul, AVK seul, relais HBPM AVK, et puis de plus en plus anticoagulant oraux direct. On est incapable de dire quel est le traitement le plus efficace, puisque c'est une série historique qui a colligé les éléments. Donc on a trop peu d'événements pour affirmer ou infirmer qu'un traitement soit plus efficace que l'autre. Ce que je retiens, c'est qu'il faut parfois les maintenir longtemps. Dans la littérature, on dit que dans 70% des cas, à 6 mois, les thrombus ont régressé. Nous, on a des thrombus qui persistent beaucoup plus longtemps, ce qui nous pousse à maintenir assez longtemps les traitements anticoagulants. S'il vous plaît, justement, j'ai un cas pareil en ce moment-là, et la patiente, on vient diagnostiquer un thrombus intra-OD, et probablement sur son cathéter, on vient de la mettre sous sous HBPM. Là, la patiente, elle a une chirurgie de programmée et pour l'ablation de ses deux seins, et alors qu'elle a très très bien répondu à sa chimiothérapie, comment on fait et quelle est l'attitude vis-à-vis de cette situation? C'est un cas fréquent. Nous, dans le registre, on l'a eu à 3 reprises. Donc persistance d'un thrombus intra-OD, sous traitement anticoagulant et chirurgie programmée. C'est au cas par cas. On fait passer ces patients en RCP, on vérifie que la chirurgie est bien curatrice et que c'est important pour la patiente, première étape. On traite par traitement anticoagulant, on fait des relais très, très rigoureux, mais on opère quand même ces patients. Et sur les 3 patients qu'on a eu de mémoire, ça s'est plutôt bien passé, mais ça ne fait pas un niveau de preuve très important. Hein. On comprend parfaitement qu'une équipe chirurgicale puisse contre-indiquer, ou une équipe d'anesthésie puisse contre-indiquer ces patients. Mais j'ai pas de... C'est pas véritablement décrit dans la littérature, donc on peut vous citer que des histoires de chasse. Hein. Ouais. Mais nous, on l'a tenté, puisque les chirurgies étaient justifiées, étaient curatrices, étaient importantes. Donc on l'a justifié en vérifiant bien que les patients sont bien anticoagulés en amont. On demande un petit délai au chirurgien, à l'équipe anesthésiste, pour anticoaguler de manière plus prolongée ces patients en attendant une régression. Vous voyez, c'est assez différent d'être au premier mois, on découvre la tumeur, il faut opérer la patiente dans le mois qui suit. Là, il n'y a pas de raison de prolonger, on n'aura pas de régression. Puis si par contre on est aux alentours de 5 à 6 mois, peut-être qu'on peut attendre encore un petit mois et attendre éventuellement la régression. Après, si la masse thrombotique reste volumineuse, là aussi, il n'y a pas de raison de différer, il faut assumer le risque. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on opère ces patients dans un milieu médico-chirurgical capable de faire une thrombectomie en urgence. Une équipe médicale prévenue de l'éventualité d'une thrombectomie. On ne fait pas ça un vendredi soir, on fait ça au jour ouvrable. Toutes les équipes sont prévenues et on est capable éventuellement d'agir rapidement par une thrombectomie. C'est sérieux, là. Pardon ? C'est sérieux. C'est un gros risque, donc il faut le prendre en regard d'un pronostic que vous allez modifier par la chirurgie. C'est ça. Et après, une fois que vous avez dit oui, il faut donner le maximum de chance avec le traitement anticoagulant, éventuellement un traitement invasif au moment de la complication.
Si vous le faites dans un milieu qui n'a pas la possibilité de faire une thrombectomie, ça n'a pas de raison d'être, il faut contre-indiquer les patients. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, s'il vous plaît, votre avis sur les tumeurs péricardiques? Pardon? Votre avis sur les tumeurs péricardiques? Alors peut-être préciser votre question, mon avis c'est-à-dire? Au niveau sur le plan cardiovasculaire, le retentissement ainsi sur le traitement à suivre par la suite. Si vous parlez d'une tumeur péricardique sans retentissement, c'est le traitement de la tumeur qui va éventuellement apporter un bénéfice ou une régression de la masse métastatique péricardique. Pour moi, il n'y a pas d'indication chirurgicale. Donc voilà, c'est plutôt le traitement de la tumeur qu'un traitement... c'est ça votre question, finalement, la part respective du traitement chirurgical versus le traitement médical. Pour moi, c'est plutôt des traitements médicaux. En général, ouais, c'est plutôt ça. Bien, ben, je crois qu'on est en retard. Donc merci beaucoup, Monsieur Derry, pour cette belle Merci. présentation. Merci à l'assistance. Et on passe pour normaliser notre glycémie.